l'hôpital Foch. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 3e podcast de notre série dédiée au handicap, podcast dont l'objectif est de sensibiliser l'ensemble des professionnels de santé, mais pas que, du territoire, à l'importance d'une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. Tout handicap confondu, bien sûr, puisque nous allons effectivement aborder dans ce podcast les différentes familles de handicap. Pour cela, j'accueille nos invités. Christine Fievé, bonjour. Bonjour. Vous êtes ergothérapeute à Suresnes. Oui. Et Dalia Attig, bonjour. Bonjour. Vous êtes maman d'un enfant autiste et également membre très actif, j'ai envie de dire, de l'association CAP Handicap. Absolument. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Avant d'évoquer les différentes formes de handicap, Christine Fievé, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la définition du handicap ? Alors, la définition du handicap a beaucoup évolué dans le temps. Actuellement, on retient la définition de la loi de 2005. Constitue un handicap toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions, soit physique, soit sensorielle, soit mentale, soit cognitive ou psychique. On parle également des polyhandicaps et des troubles de santé invalidants. On va donc parler de toutes ces formes de handicap dans ce podcast. Comme vous venez de le dire, il existe donc ces différents types de handicap. On peut parler des principales familles. On peut peut-être commencer, Christine, par le handicap moteur. Vous pouvez nous expliquer de quelle façon il se caractérise ? Alors, le handicap moteur, c'est ne pas pouvoir utiliser tout son corps, pas pouvoir utiliser sa main, par exemple, pas pouvoir marcher. Il peut être très variable. Il peut être chez l'enfant, comme chez l'adulte, comme chez la personne âgée. On peut être tétraplégique et être complètement paralysé. On peut être paraplégique en fauteuil roulant. On peut avoir une hémiplégie. Ça peut aussi survenir un peu à tous les âges. On parle également du handicap sensoriel qui fait référence aux difficultés liées aux organes sensoriels. On distingue 2 types d'handicap sensoriel. Lesquels, Christine ? Alors, on distingue principalement l'handicap sensoriel visuel et l'handicap auditif. Au niveau visuel, il y a une définition, c'est pareil, qui est assez claire. C'est une limitation du champ visuel importante et une acuité inférieure à 4. Il y a des personnes soit en cécité complète, soit malvoyantes. Il y a différents degrés. Sinon, l'handicap auditif, il peut y avoir une surdité totale ou partielle. C'est un handicap qui gêne beaucoup la communication et qui gêne aussi les études. Il y a différentes suivi de l'handicap auditif, c'est assez complexe. Parlons maintenant, si vous voulez bien, du handicap mental, cognitif ou psychique. Ils ont des origines différentes et des impacts propres à chacun. Comment ce type de handicap se manifeste-t-il, Christine Fievé ? Alors, au niveau des handicaps, que ce soit mental, cognitif ou psychique, le handicap mental, c'est plus caractérisé par des déficiences intellectuelles. Ça peut être un handicap isolé, comme un handicap lié à d'autres problématiques. Actuellement, on parle beaucoup des handicaps cognitifs, des troubles des apprentissages, des troubles 10, de l'autisme. C'est un handicap un peu différent qui ne touche pas théoriquement l'intellect forcément. Et puis, il y a la grande partie des handicaps psychiques, ou plutôt la santé mentale, qui est moyennement prise en charge en France, qui pose beaucoup de difficultés, qui fait des profils assez complexes, surtout lorsqu'il y a des psychoses. Dalia, je me tourne vers vous puisque vous êtes, comme je le disais, maman d'un enfant autiste. Vous connaissez donc bien ce type de handicap. Quel est son impact sur la vie quotidienne, la vie bien sûr de votre enfant, mais aussi de toute la famille, parce que c'est vraiment toute une organisation, toute une vie qui est bouleversée. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet impact au quotidien ? Tout à fait. Déjà, à l'annonce du diagnostic, on nous a très explicitement indiqué que le meilleur moyen d'accompagner notre enfant, c'était que l'un des 2 parents quitte son emploi pour devenir éducateur de l'enfant, se former, à l'accompagner. Nous avons la chance d'avoir les sœurs de mon fils qui étaient déjà grandes, qui sont adultes aujourd'hui, mais dans les familles où il y a des fratries, souvent les autres enfants qui sont neurotypiques, par opposition à neuroatypiques,
sont malheureusement délaissés parce que l'enfant neuroatypique demande énormément d'attention, requiert une vigilance très accrue et parfois même les fratries sont impliquées dans une forme de surveillance pour s'assurer que l'enfant ne se mette pas en danger et en fonction de son profil sensoriel ne cherche pas à se stimuler de manière dangereuse ou périlleuse en fait. Et donc au-delà de l'aspect pécuniaire, au-delà de la vie individuelle de chaque parent, de leurs identités professionnelles, il y a en priorité le sanitaire, la sécurité, ce qui est épuisant puisqu'effectivement, encore une fois, ça dépend des profils, mais en fonction des profils, on peut typiquement être amené à verrouiller toutes les fenêtres de la maison, comme c'est notre cas. Ouais. Avec des sécurités enfants, mais aussi trouver des choses assez rigolotes parce qu'on peut trouver chez nous des fils avec des dinosaures qui pendent pour s'assurer que le prochain objet qui sera balancé par la fenêtre, ce soit ce dinosaure attaché à un fil. C'est vraiment des aménagements au même titre que une personne qui serait en fauteuil roulant a l'obligation d'avoir son appartement avec des aménagements spécifiques. Pour une personne en bas âge, avec de l'autisme et des troubles du comportement, on va avoir aussi des aménagements au domicile. Alors partout sur nos murs, puisqu'on a vraiment bien suivi les recommandations de la Haute Autorité de Santé, on se retrouve avec des pictogrammes, des plannings visuels, des objets sensoriels, une caisse avec plein de fidgets pour l'aider à se réguler, beaucoup de choses comme ça en fait à la maison. On en reparlera dans un instant. Je me retourne vers vous, Christine Fievé. Est-ce que vous pouvez nous parler également des maladies invalidantes ? Ce sont des maladies chroniques et invisibles le plus souvent. Elles entraînent des problèmes de santé qui nécessitent là aussi une restriction d'activité. Comment ça se passe pour ces maladies invisibles ? Les maladies invalidantes, il y a souvent les principales, on se retrouve avec l'épilepsie, le diabète. Après, il y a différentes maladies. La maladie de Crohn aussi. La maladie de Crohn. Ouais. Il y a différentes maladies neurologiques ou musculaires. La sclérose en plaques. Il y a aussi des maladies qui atteignent les personnes plus âgées, la maladie de Parkinson. Ouais. Donc, c'est des maladies au début, éventuellement, qui se voient très peu et progressivement, qui sont de plus en plus invalidantes. Et c'est très varié, en fait. Ça touche à la fois le digestif, c'est le neurologique. C'est vraiment très, très varié. Ça peut être le cardiaque. Oui. Après, comme c'est des maladies qui sont invisibles, soit au début, soit totalement invisibles, ça pose aussi la question du regard de la société. On ne comprend pas pourquoi la personne a besoin d'aide, pourquoi la personne a une autorisation pour se stationner, etc. Oui. Et des fois, la personne est interpellée dans la rue parce qu'on ne comprend pas qu'elle a une aide spécifique. Oui, tout à fait. Enfin, on va parler du polyhandicap, qui associe une déficience mentale sévère à une déficience motrice. Donc, j'imagine que là, pour le coup, ça a aussi comme conséquence une autonomie très limitée. Alors, c'est sûr que les personnes polyhandicapées, il y a essentiellement des enfants qui commencent à vieillir, donc il commence à y avoir des adultes, et elles ont besoin d'aide 24 heures sur 24. Et il y a quelques institutions qui les accueillent, mais on se retrouve, c'est compliqué au niveau des soins. Beaucoup restent en famille parce qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir. Certains vont en Belgique, mais maintenant, ils ne sont plus autorisés. C'est des enfants qui ont toujours besoin d'être stimulés, qui ont besoin d'être accompagnés pour se développer quand même et apprendre quand même. Beaucoup n'ont pas de communication orale, donc c'est pareil, on est amené à leur proposer des pictogrammes, à leur proposer d'apprendre à communiquer autrement, à proposer des synthèses vocales. C'est tout un suivi assez complexe. Merci Christine Fievé. Je rappelle que vous êtes ergothérapeute à Suresnes. Hôpital Foch. On poursuit notre 3e podcast de notre série dédiée au handicap, podcast dont l'objectif est, je vous le rappelle, de sensibiliser l'ensemble des professionnels du territoire à l'importance d'une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. On aborde maintenant le retentissement sur la vie quotidienne. On en parlait il y a quelques instants avec vous, Dalia Attic. Comme je le disais, votre vie a été bouleversée il y a 8 ans lorsque vous avez découvert l'autisme de votre fils.
Comment gère-t-on déjà cette nouvelle? Il avait 15 mois quand on vous a dit il y a peut-être un problème. Est-ce que vous avez connu aussi un peu d'errance diagnostique? Est-ce que ça a pris du temps? Racontez-nous déjà comment s'est passée cette période. Bon, en ce qui me concerne, je suis très chanceuse, donc je n'ai pas erré énormément, simplement parce qu'il s'est avéré que dans la même période, un de mes amis a fait son coming out en me disant « je suis autiste ». Avec un dépistage tardif, avec une rééducation à la reconnaissance des expressions. Bon. Donc très très rapidement, quand au bout de certaines semaines, on se retrouve à s'entendre dire la même chose et à s'inquiéter de perte d'acquisition, parce que jusqu'à 15 mois, il évoluait comme un bébé. On va dire normal, j'aime pas du tout ce mot, mais bon. Et à partir de ces 15 mois, c'est un profil très banal en fait dans ce cas de figure. À partir de ces 15 mois, on commençait à avoir une perte de ses acquis. Donc, à ce moment-là, on commence à se poser des questions, à interroger forcément le médecin pédiatre. Et à notre époque, c'était pas évident de se dire, à 15 mois, on va quand même commencer un dépistage alors qu'on pouvait déjà le faire à l'époque. Mais bon, j'ai fini par poser la question à mon ami, où t'es-tu fait dépister? Et donc, nous sommes allés directement à la source, à l'hôpital Robert Debré. Toutefois, dans le cadre de mon activité au sein de l'association Cap Handicap, effectivement, on reçoit des familles qui sont en errance, qui cherchent. J'ai réalisé au fur et à mesure de mon parcours associatif de la réalité qui n'était pas du tout la mienne, qui était bien plus fréquente. Dès qu'on a un doute, on ne sait pas où aller, vers qui s'adresser. On fait confiance à l'école, mais en même temps, l'école n'est pas informés non plus. Les médecins, c'est nous qui leur apportons les parcours, c'est nous qui leur apportons les plateformes de dépistage, c'est nous qui leur apportons tout ce qui se passe après le diagnostic aussi. On leur dit maintenant, c'est le trio de choc, orthophoniste, psychologue comportemental, psychomotricienne ou ergothérapeute. Voilà. Comment on apprend à vivre et à éduquer aussi un enfant autiste? Est-ce qu'il y a des méthodes? Est-ce qu'il y a des formations pour les parents? Est-ce que vous êtes entourés, accompagnés? En priorité, il y a la guidance parentale. Nous, c'est comme ça qu'on a pu accompagner notre enfant. C'est la psychologue de l'approche ABA Teach, qui fait partie des recommandations de la Haute Autorité de Santé dès qu'il y a un diagnostic d'autisme, qui a commencé à nous expliquer ce qu'il y avait à faire. Donc, en gros, son rôle, alors je vulgarise, parce que c'est bien plus complexe que ça, mais son rôle est d'évaluer, entre guillemets, le niveau de l'enfant autiste, de déterminer des objectifs à atteindre sur le plan éducatif et de transmettre les outils pour atteindre ces objectifs. En général, ça se fait auprès d'éducateurs spécialisés. Mais quand il n'y en a pas, c'était notre cas, parce qu'on n'avait pas les ressources au début. C'était moi l'éducatrice, donc c'est à moi qu'elle a fait cette transmission sous forme de guidance parentale. Et du coup, je me suis formée sur le terrain à accompagner mon enfant et à mettre en place des choses qui étaient complètement contre nature. Comme quoi, par exemple? On nous avait dit qu'il ne pourrait pas parler, donc mon objectif était de le faire parler. Et donc, on utilise avec l'approche ABA ce qu'on appelle un renforçateur, c'est-à-dire que c'est une motivation. Dans le cas de mon fils, au moment de son diagnostic, il n'y avait a priori rien qui pouvait l'intéresser, à part la nourriture. Donc on a utilisé, c'est vraiment dans les cas extrêmes, on a utilisé donc le renforçateur alimentaire. Et je me suis retrouvée à couper un kiri en 9 parts, et à lui demander de regarder le pictogramme fromage que je plaçais sous ma bouche, parce qu'il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Donc je le plaçais sous ma bouche, comme ça il pouvait voir le pictogramme, voir ma bouche, former le son, et lui demander de faire l'effort de sortir un son spécifique pour avoir ce 9e de kiri. Et au fur et à mesure, on augmentait nos exigences. Donc il s'agit de méthodes d'éducation structurées
Aussi bien pour les enfants que pour les adultes, d'ailleurs. Oui, mais du coup, c'est adapté en fonction des centres d'intérêt des personnes. D'accord. Et autant à l'époque, c'était assez rigide, autant maintenant, l'approche ABA s'accompagne souvent du teach, qui amène à aussi une forme d'autonomie. En fait, c'est une conduite de la personne vers une autonomie complète pour lâcher un petit peu les tuteurs que l'approche ABA met en place et aussi pour un peu adoucir cette approche qui était quand même assez rigide à une époque et qui ne pouvait pas toujours laisser la place au bien-être de l'enfant. Aujourd'hui, c'est vraiment sa préoccupation initiale. Dalia, indépendamment de ces méthodes d'éducation structurée dont on parlait, vous avez pu, j'imagine, vous appuyer sur des aides plus techniques cette fois-ci pour vous adapter au handicap de votre fils. Vous pouvez nous en parler ? Oui, à l'instar de la psychologue ABA, nous avons pu aussi faire intervenir une psychométricienne qui a accompagné mon fils depuis son diagnostic jusqu'à ses 8 ans et qui, pareil, nous a donné des outils pour continuer les prises en charge au domicile, pour l'aider à avancer, de même que l'orthophoniste, parce que ça fait partie, comme je le disais plus tôt, du trio de choc recommandé en cas de diagnostic d'autisme. Et pareil, l'orthophoniste nous a accompagnés avec le support de communication qu'on appelle la méthode PEX, qui se présente sous forme de classeur avec des pictogrammes que l'enfant doit reconnaître. Et dans notre cas, ça lui a surtout servi à accéder au symbolisme. Et du coup, à accéder aussi à la communication vocale. Alors, dans notre cas, c'était la méthode PEX qui était proposée. Et quand il a tout de suite compris comment fonctionnait un petit peu la communication et ce qu'on attendait de lui, au bout de quelques semaines, il nous a renvoyé le classeur PEX dans la figure quelques fois. Et du coup, on est passé à la méthode Borel-Mézoni, parce que l'orthophoniste a décelé chez lui la volonté de vocaliser et de donc parler avec le verbe. Et la méthode Borel-Mézoni a ceci d'avantageux que beaucoup d'enseignants la connaissent. Donc, en termes d'inclusion scolaire, c'était idéal. Donc, ce sont des sons que l'on signe avec les mains. Mais il est fréquent aussi de trouver chez d'autres familles l'utilisation de la méthode Makaton, qui est aussi une communication par les signes, voire carrément la langue des signes. Vous avez été accompagné par différents professionnels de santé ou paramédicaux, parmi lesquels on retrouve justement l'ergothérapeute. C'est le métier de Christine. Christine, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer brièvement quel est votre rôle en tant qu'ergothérapeute dans la prise en charge du handicap ? Alors, l'ergothérapeute, c'est un rééducateur qui est spécialisé du rapport entre l'activité et la santé. Donc, lui, son but, c'est de permettre à la personne, quelle que soit sa problématique, de faire les activités qu'elle souhaite faire, de faire ses activités du quotidien, de faire ses activités de loisirs, de faire ses activités sociales. C'est très varié. Et pour un ergothérapeute, est-ce que la prise en charge d'un enfant autiste, par exemple, est plus complexe, particulièrement complexe, de par justement les spécificités que cela comporte ? Alors, ce qui est assez complexe par rapport à la prise en charge d'un enfant autiste, c'est qu'on méconnaît un petit peu le rôle d'ergothérapeute pour l'enfant autiste. Alors, l'ergothérapeute peut très bien être spécialisé ABA ou TEACH, mais il y a encore d'autres méthodes. Moi, il m'arrive de faire du PEX, mais il y a encore d'autres moyens. Il y a aussi des synthèses vocales, des choses qui permettent d'avoir un retour sonore. Ça peut intéresser l'enfant. Et quand on parle d'autisme, c'est très variable. Il y a autant d'autisme que de personnes. Il y a des autistes qui ne réalisent pas et qui ont une certaine déficience intellectuelle, quoique c'est complexe à mesurer. Il y en a qui sont très performants, qui sont inclus, qui réussissent très bien, mais qui rencontrent des difficultés à l'école parce que ils sont un peu, soit ils tiennent pas en place, soit souvent ils n'arrivent pas à enchaîner les activités. Ils ont besoin de routine, ils ont besoin que ce soit bien rythmé. Du coup, c'est très varié l'accompagnement d'un enfant autiste. Oui. J'imagine que ça nécessite aussi une grande capacité à s'adapter au patient, mais aussi à son entourage. Alors souvent, ce qui est intéressant au niveau de l'ergothérapie, c'est qu'on étudie le quotidien. Et lorsque l'enfant a des problématiques de comportement, ce qui est souvent le cas, on essaie de cibler à quel moment ça se passe pas bien, à quel moment c'est complexe pour les parents. Et en général, ces moments-là, l'enfant a besoin de repères.
Donc on introduit très peu de routines, parce que des routines tout le temps 24 heures sur 24, c'est insupportable et pour l'enfant et pour la famille, mais on essaye de cibler les moments clés. Comment concrètement l'ergothérapie peut-elle aider et accompagner les patients à s'adapter à leurs difficultés? Et est-ce l'évolution, justement, on peut la percevoir au quotidien, au fil du temps? Comment ça se passe ? En général, l'évolution en ergothérapie, c'est pouvoir réaliser les activités qu'on souhaite réaliser. Pour un enfant, ça doit être pouvoir écrire s'il écrit mal. Ça peut être pouvoir utiliser un ordinateur pour compenser l'écriture, si même il a fait des progrès en écriture, mais c'est encore pas satisfaisant. L'ergothérapeute, il peut intervenir en complément de l'orthophoniste pour compenser les problématiques de langage écrit. La plupart des enfants TSA ou adolescents que j'accompagne, ceux qui acquièrent un bon niveau scolaire, souvent pensent à tellement de choses que quand ils écrivent, spontanément, ça correspond pas à leur niveau, à leur capacité. Alors qu'avec un ordinateur qui va cibler de temps en temps, leur dire « Ah ben non, là, il y a une faute, là, il faut écrire autrement », ils sont très performants. Et vous suivez vos patients comme ça pendant plusieurs années? Ça peut durer très très longtemps? Ça dépend vraiment des objectifs. Pour une personne âgée qui a juste besoin d'aménager son domicile, on fait un entretien ou deux et on fait des préconisations. Après, on assure que l'aménagement soit bien réalisé. Pour un enfant, ça peut être assez long. Comme il faut l'aider à acquérir de nouvelles compétences, ça peut être 10-20 séances, mais souvent, c'est plusieurs années. Dalia, accompagner un enfant ou un parent d'ailleurs qui vit avec un handicap mental en particulier, ça demande, vous le disiez tout à l'heure, une hypervigilance constante, le stress, la fatigue, la présence permanente. Vous le disiez, ça épuise, ça use. Et on sait que la loi prévoit le droit au répit pour les aidants. Est-ce que vous avez pu en bénéficier? Comment ça marche? Est-ce que c'est suffisant? Alors, le droit au répit, à vrai dire, c'est une notion qui nous est arrivée très tardivement. Ça, pour le coup, on n'a pas eu l'information de manière fluide. Toutefois, grâce à Cap Handicap, on a quand même pu partir en séjour de répit. C'est une autre association qui organise des séjours de répit avec des éducateurs spécialisés qui encadrent les enfants. Alors, comme ils ne se connaissent pas de part et d'autre, c'est 2 éducateurs pour un enfant. Et pour la semaine, c'est 5 enfants maximum dans l'encadrement. Donc, les places sont difficile à obtenir, mais voilà la seule forme de répit qu'on a pu obtenir nous, ou qu'on s'est autorisé, parce que quand on a des personnes que l'on accompagne et qui sont demandeuses de beaucoup d'attention et qui requièrent beaucoup de vigilance, les aidants ont beaucoup de mal à se dire que quelqu'un va prendre la place, ne va pas faire comme nous on fait, et ce sera pas bien. C'est très difficile de se dire que une personne qui connaît pas les manies, qui connaît pas les besoins, qui connaît pas la routine, va faire d'une certaine façon. Ce qui est très étonnant, puisque justement, en tant que parents d'enfants autistes, on a l'habitude de laisser notre enfant à d'autres, comme les éducateurs spécialisés, comme les psychologues, etc. Et malgré tout, les séjours de répit, c'est vraiment quelque chose que l'on considère de l'ordre du luxe, alors qu'on en a véritablement besoin pour tenir la route. Bien sûr, tout à fait. Quel est l'impact du handicap sur l'accès à la santé et aux soins dans votre vie quotidienne, Dalia? Par exemple, lorsque votre fils doit consulter un dentiste, ça prend forcément des proportions importantes. Le premier impact, c'est l'angoisse des parents. Ah oui. Parce que un cabinet dentaire, c'est pas comme un cabinet médical d'un médecin de ville. Un cabinet dentaire, c'est très impressionnant à tout point de vue, notamment par l'odeur, par les machines. On entend tout de suite les patients précédents qui se font soigner avec la roulette, peut-être. Oui, c'est anxiogène. C'est très anxiogène. Et on doit tout décortiquer pour notre enfant, en tout cas, et avoir le souci du détail pour s'assurer que tout se passe bien. Donc, là, nous avons fait un premier rendez-vous auprès d'une dentiste qui fait partie du réseau Rhapsodif, parce qu'on a besoin de quelqu'un qui a l'habitude de
de s'occuper de personnes autistes. Ensuite, on a fait un second rendez-vous avec une autre dentiste qui était habilitée à faire une anesthésie générale parce que ça ne peut pas se faire autrement que sous anesthésie générale pour notre fils. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes autistes se font soigner les dents en anesthésie générale, hein, mais dans le cadre de notre vie à nous et du profil de mon fils, c'est comme ça que ça se fera. Et surtout, avant de rentrer dans le cabinet, on a utilisé l'application Santé BD pour pouvoir expliquer à notre fils ce qui allait se passer. Parce que Santé BD, justement, propose des banques d'images qui décortiquent exactement tout ce qui va se passer, toute la consultation et tout ce que la personne va pouvoir voir et sentir. Et dans des situations d'urgence, par exemple, ça peut aussi aider, Santé BD ? Absolument. Il nous est arrivé d'avoir dû aller aux urgences, justement, pour une fracture. Bon, on ne le savait pas à ce moment-là. Et on a fait tout le parcours d'urgence à l'hôpital Ambroise Paré. Tout se passait bien jusqu'au moment où il fallait faire une radio pour savoir véritablement s'il y avait une fracture ou pas. Et le cabinet du radiologue, lui aussi, est très anxiogène. Et dans un cas d'urgence où on ne peut pas préparer en amont, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps, on n'a pas des jours de préparation, le temps de prendre l'ascenseur pour descendre au niveau de la radiologie, j'ai sorti l'application qui était sur mon téléphone et j'ai sorti la banque d'images relative à la radiologie. Alors, vous dire qu'on n'a pas eu de crise, ce serait mentir, mais vu ce dont il est capable, on a eu beaucoup moins de crises que prévu et il s'est surtout laissé faire. Et je pense que c'est aussi grâce à Santé BD qui lui a permis de savoir en 5 minutes, vraiment en 5 minutes, parce que certes, j'ai squeezé certaines images, mais je lui ai montré les plus importantes. Et ça lui a permis en un temps record de savoir ce qui allait lui arriver, au même titre que finalement, nous, si jamais on doit aller se faire une radio en urgence, on nous explique. Et je trouve que c'est une forme d'image qui nous permet d'avoir accès au consentement éclairé aussi pour les personnes adultes comme pour les plus jeunes. Donc ça fait partie des outils que vous utilisez au quotidien. C'est une nécessité vraiment d'avoir accès à des banques d'images pour expliquer des choses. Oui. Et ça permet pour l'enfant comme pour l'adulte de mieux comprendre, de mieux se préparer, d'en parler. Ça ouvre aussi la discussion, j'imagine. Absolument. Ce qu'il y a de bien avec ces banques d'images, c'est qu'on peut utiliser la totalité des séquences proposées dans les cas de figure ou simplement utiliser uniquement une série d'images qu'on aura sélectionnées pour chaque cas de figure. La personne, en tout cas dans notre cas, notre fils ne s'intéresse qu'aux images. Il y a des petites phrases très très courtes et très compréhensibles pour guider les dents dans son explication de ce qui va arriver. Et ça, c'est vraiment très utile. Et c'est accessible à tous? C'est gratuit? Oui, c'est gratuit, accessible à tous. Nous, on l'avait sur notre téléphone, mais c'est aussi accessible sur Internet. D'ailleurs, c'est plus facile et plus commode sur Internet. Mais bon, comme je viens de le dire, c'est bien aussi de l'avoir par téléphone. Ah oui, complètement. Merci Dalia. Vous, Christine, est-ce que vous avez également des outils qui seraient utiles aux professionnels de santé pour améliorer la prise en charge de personnes vivant avec un handicap? Alors, je vais rebondir sur Santé BD, parce qu'il propose également des posters à mettre en salle d'attente avec des explications. C'est ce que vous avez fait, vous? Non. Il propose des brochures du coup qui décrivent vraiment comment on fait une radio, etc. Donc c'est intéressant pour un enfant en difficulté, mais c'est aussi intéressant pour de nombreux adultes ou personnes âgées qui ont du mal à comprendre comment le soin va se dérouler. Et c'est aussi intéressant pour d'autres personnes. Alors, Santé BD, c'est vraiment des outils pédagogiques pour que la personne comprenne les soins qu'elle va avoir. C'est ça. Sinon, il y a un autre site ressource qui est fait aussi par Coactis Santé, qui s'appelle handiconnect.fr. Et là, c'est plutôt pour les professionnels. Et du coup, oui, c'est un site ressource pour guider les professionnels de santé dans leur pratique par rapport aux personnes en situation de handicap. Et donc, en pratique, justement, comment ça se passe? On a des fiches Alors, en pratique, c'est accessible directement sur leur site. Il y a une 60aine de fiches qui sont très courtes, qui sont ciblées chacune sur une problématique, un handicap donné. Et pendant la consultation, le professionnel peut aller parcourir très rapidement cette fiche s'il lui manque des éléments par rapport à une situation donnée. HandiConnect, c'est aussi des formations
utile aux professionnels? Oui, il propose des formations, il propose différents supports aussi, en plus des fiches, il propose des vidéos. Et il y a aussi un espace questions aux experts où le médecin ou le praticien de santé peut poser une question par Internet à des experts de différentes situations de handicap. Très intéressant. Merci beaucoup, Christine Fievé. Je rappelle que vous êtes ergothérapeute à Suresnes, et Dalia Attic pour votre participation à ce podcast, en espérant vivement qu'il sensibilise le plus grand nombre à l'importance d'une meilleure prise en charge des personnes en situation de handicap. On peut citer l'association pour laquelle vous investissez beaucoup, Dalia. Oui, c'est Cap Handicap, qu'on peut retrouver sur caphandicap.fr. Et qui est très utile aussi pour toutes les personnes qui accompagnent justement les enfants ou les adultes d'ailleurs en situation de handicap. Oui, absolument. Notre mission première, c'est d'accompagner les enfants à l'inclusion au milieu ordinaire, mais aussi on lutte contre l'isolement des parents et des aidants, et on forme aussi. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci également à Charlotte Grandière, chargée de projet politique du handicap à la mairie de Suresnes. Et merci bien sûr à vous tous pour votre écoute. On compte sur vous pour partager ce podcast autour de vous. Et à bientôt pour de prochains podcasts dédiés au handicap. Merci mesdames. Merci. Merci à vous. Hôpital Foch.